Alors bonjour à tous, il est 13h03 ou 4. Nous commençons cette visioconférence, mini-conférence sur les obligations administratives aujourd'hui. Je vous remercie d'être nombreux abonnés à ces formats d'information qui ont lieu 2 fois ce mois-ci, mais en général une réunion par mois. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des obligations administratives et c'est évidemment le GHN qui est notre syndicat que j'ai convié pour la chose. C'est Pierre-Antoine Tressos qui est responsable du pôle syndical et formation au GHN, qui va nous expliquer toutes ces formalités ou nous les rappeler, mais je suis sûre que parmi nous, certains n'ont pas toujours toutes les informations et ça fait toujours du bien de toute façon d'avoir une petite piqûre de rappel. Je vous rappelle que le GHN, c'est donc notre syndicat à tous, que, il est temps de renouveler également vos adhésions. Le GHN, c'est un syndicat qui nous défend, que ce soit au niveau de la TVA, au niveau des problèmes juridiques qu'on peut avoir les uns ou les autres. Je ne vous le souhaite pas, mais évidemment, ça arrive à plus qu'on ne croit. Nous avons aussi Sarah Burtembourg, que j'ai vue parmi nous, qui est donc également une élue au GHN, et je pense qu'elle pourra prendre la parole après Pierre-Antoine pour vous expliquer un peu plus ses nouvelles missions également. Et voilà, j'ai fait un petit peu le tour des présentations. Donc, je vous laisse tous bien travailler. Pierre-Antoine, je te donne la parole et je vous dis à tout à l'heure pour la séance questions-réponses. Merci, Madame la Présidente du Creux. Donc, le temps de vous partager le PowerPoint. Donc, nous allons profiter de cette prochaine vingtaine de minutes, 30 minutes pour discuter des différentes obligations qui sont les vôtres au niveau administratif. Alors, sachez juste d'une manière générale que tous les éléments dont on va parler aujourd'hui, quand il y aura des modèles de registres à avoir, enfin des registres à avoir, pardon, ou des affichages à avoir, le GHN met à disposition quasiment 100% des documents qui vous sont demandés par l'administration. Donc n'hésitez pas, en étant adhérent, s'il vous manque de la documentation à la fin de cette intervention, n'hésitez pas à nous en faire la demande. Je vous ai mis mes coordonnées sur cette première slide. Vous les retrouverez à la fin, on en reparlera si besoin. Donc, si tout le monde est prêt, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai axé cette présentation sur 4 thématiques principales qu'on retrouve dans la checklist qu'on met à votre disposition à chaque rentrée de septembre. Donc, les 4 thématiques sont les obligations auprès de la clientèle, puis des salariés, des équidés, et enfin, on terminera avec les obligations liées à vos infrastructures. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on commence directement avec les obligations relatives à la clientèle. Donc, après, on va parler soit des obligations d'affichage, soit des obligations de registre ou toute autre obligation qui vous concerne. Donc là, aujourd'hui, une des premières obligations par rapport à votre clientèle, c'est de détenir une assurance. Donc là, normalement, j'ose espérer n'apprendre rien à personne. Donc, vous devez détenir une assurance en responsabilité civile professionnelle pour votre activité de centre équestre ou d'écurie de pension, sachant que votre obligation vis-à-vis de la clientèle, c'est d'afficher votre attestation d'assurance. Et l'attestation, alors on a quelques surprises de temps en temps, même si les assureurs sont assez spécialisés sur ces questions-là, mais l'attestation que vous devez afficher à la vue de votre clientèle, elle comporte quelques mentions obligatoires qui sont prévues par le Code du sport, que je vais rappeler ici. Donc, les références aux dispositions légales et réglementaires, donc les dispositions du Code du sport qui vous imposent d'avoir une assurance, la raison sociale de l'entreprise d'assurance, le numéro de contrat souscrit, la période de validité du contrat, le nom et l'adresse du souscripteur, l'étendue et le montant des garanties de votre assurance. Ça, en général, c'est des mentions qui sont automatiques, mais si jamais vous avez quelques instants, pensez à revérifier
votre attestation, déjà vérifier qu'elle est bien affichée et de vérifier qu'elle comporte toutes ces mentions-là pour qu'elle soit valide. Si jamais parmi vous, il y en a qui proposent également, on en reparlera un petit peu tout au long de cette intervention, mais qui proposent en plus de l'activité de centre équestre et pension, de l'accueil de mineurs, notamment en centre de vacances. Vous avez également une autre assurance, enfin une autre attestation d'assurance à présenter spécifique à cette activité-là, qui reprend à peu près les mêmes obligations. C'est juste la référence, les références légales et réglementaires qui changent un petit peu. Donc voilà, veillez à avoir les deux attestations d'assurance si vous avez ces deux types d'activités. L'autre obligation en termes d'assurance des cavaliers, qui celle-là est parfois un peu plus délicate, c'est que vous avez une obligation, toujours selon le code du sport, de présenter à tous vos cavaliers l'intérêt de souscrire à une assurance couvrant les dommages corporels auxquels la pratique de l'équitation peut les exposer. Cette obligation-là, on peut considérer qu'elle est remplie à partir du moment où vos cavaliers sont licenciés auprès de la FFE, puisque la licence FFE comprend une assurance. Mais seulement si vous avez des cavaliers qui vous expliquent qu'ils ne veulent pas prendre la licence, c'est à vous de démontrer que vous avez quand même informé sur l'intérêt d'avoir une assurance. Donc aujourd'hui, presque tous les assureurs peuvent proposer à leurs clients et à vos clients une assurance qui va couvrir les risques d'équitation. Parfois, c'est déjà pris en charge dans l'assurance habitation, responsabilité civile classique. Mais voilà, donc pensez à avoir si jamais vous avez un formulaire d'inscription à faire remplir à vos cavaliers, mettez une mention disant j'ai été informé par le centre équestre de l'intérêt de souscrire une assurance pour les risques liés à l'équitation. Et encore une fois, si la licence FFE est prise, on va considérer que de toute façon, le cavalier est assuré, donc il a été alerté sur l'intérêt d'avoir une assurance. Toujours en termes d'affichage et vis-à-vis de votre clientèle, c'est une obligation qui va être double, c'est l'obligation d'afficher non seulement les diplômes de toutes les personnes qui enseignent, animent ou encadrent la pratique de l'équitation, donc les dirigeants, les salariés, mais aussi les indépendants qui viendraient, par exemple, dans une écurie de pension pour donner des cours à certains clients. Il faut vous assurer, en tant que responsable de l'écurie, que les personnes qui interviennent chez vous aient bien un diplôme. Et ce qui ne va pas sans le diplôme, c'est la carte professionnelle, qui doit être également affichée à la vue de la clientèle. Et là où il faut faire attention, c'est que la carte professionnelle est valable pour 5 ans. Donc tous les 5 ans, vous devez veiller, notamment pour tous les intervenants, et surtout aussi pour vos salariés, de vérifier que la carte professionnelle est bien à jour et de demander fortement à toutes les personnes qui interviennent de la remettre à jour si ce n'est pas le cas. La carte professionnelle, son but, c'est de vérifier que la personne qui enseigne n'a pas eu d'interdiction pénale, on va dire, d'encadrer notamment des mineurs, mais d'encadrer tous les types de publics. Si jamais vous voulez également renforcer cette obligation sur la carte professionnelle, aujourd'hui, on a un QR code. Là, si vous voyez la slide sur le verso de la carte professionnelle, vous avez un QR code qui vous permet de vous rendre directement sur le site internet, qui permet de vérifier au cours des 5 années de validité de principe, de voir si dans les 5 années, il n'y a pas eu une interdiction d'exercer prononcée à l'encontre de l'encadrant. Donc ça, vous pouvez le faire chaque année au mois de septembre, de vérifier que enfin même peut-être avant pour anticiper et résoudre certaines problématiques, mais en juillet, août, vous pouvez vérifier que pour septembre, tout le monde a sa carte professionnelle qui sera à jour. Si jamais vous ne faites pas avec le QR code, vous avez le site internet EAPS qui vous permet également de vérifier avec une recherche par nom. Voilà pour ces obligations d'assurance et de diplôme. On a encore pas mal d'autres obligations vis-à-vis de la clientèle, et c'est souvent des obligations d'affichage. On peut passer plus ou moins rapidement sur certaines. Un affichage obligatoire chez nous, on appelle l'affichage légal. C'est surtout l'affichage de vos prestations et de leurs tarifs en TTC. Donc on sait qu'en depuis une dizaine d'années maintenant, on parle beaucoup des taux de TVA pour l'équitation. Sachez que pour le client, ce qui compte, c'est le prix TTC. Après, on a d'autres obligations qui vont peut-être être simplifiées dans les prochains mois, relatives à la distinction entre ce qui va relever du taux de 5,5 et du taux de 20%. Mais pour le client, d'avoir tous les taux qui sont affichés, ce n'est pas nécessaire, c'est vraiment le prix TTC. Il faut bien penser que c'est sur tout ce que vous vendez.
Donc, si jamais vous avez une buvette, il faut que sur la buvette, on puisse savoir combien coûtent les canettes ou les snacks que vous vendez, tout comme on doit savoir combien coûtent les cours d'équitation. Un autre affichage qui n'est pas toujours mis en avance, mais qui est assez important et qui va être beaucoup regardé par Jeunesse et Sport, c'est l'affichage des articles du Code du sport qui sont relatives aux établissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés. Bon, ça, c'est la définition du Code du sport, mais en gros, tous les centres équestres, écuries de pension et d'autres ERP accueillant du public. Donc, c'est des articles qui sont pas très compliqués. Au niveau du JACHEN, on a un affichage qui est fait directement. Ça vous évite d'aller rechercher les articles du code les uns après les autres. Donc, il y a à peu près il y a une dizaine d'articles qui vont encadrer les conditions de pratique, les équipements de protection individuelle et les installations. Une autre obligation d'affichage et une interdiction générale sur tous vos établissements, c'est l'interdiction de fumer et de vapoter. Donc nous, on fait partie des établissements qui ne peuvent pas prévoir de dérogation à l'intérieur de l'enceinte. On ne peut pas prévoir de fumoir comme dans les boîtes de nuit, par exemple, puisqu'on est on est des ERP destinés à accueillir des mineurs notamment, et donc on ne peut pas prévoir de lieu pour fumer. Et donc ça, très bête, mais Jeunesse et Sport va apprécier qu'il y ait des panneaux d'affichage comportant cette interdiction, va aussi apprécier qu'il n'y ait pas de cendrier dans le centre équestre, puisque normalement on n'a pas le droit de fumer, donc il n'y a pas besoin de centre équestre. Donc voilà, c'est des petits détails, mais il faut penser à les mettre en avant et bien sûr de rappeler à chacun de vos clients, de votre personnel également, que l'interdiction s'applique à tout le monde et que à la fois le fumeur et l'exploitant de l'ERP sont sanctionnables si jamais on a une personne qui est en train de fumer. Une dernière obligation d'affichage qui ne va pas forcément concerner tout le monde, mais qui est assez importante. Si jamais vous avez mis en place de la vidéosurveillance sur votre établissement, il faut que chaque client soit informé de cela. Alors, on n'a pas à leur donner une attestation spécifique à chacun, mais au moins que vous ayez un affichage qui explique à tout le monde que vous avez mis en place la vidéosurveillance, sachant que vous devez faire déjà une déclaration en préfecture avant de la mettre en place. Dans les affichages aussi, alors j'ai pas mis sur le PowerPoint, mais c'est également important à y penser. C'est tout ce qui va être plan d'évacuation et plan de situation de votre ERP. Il faut qu'on puisse savoir où sont les points de rassemblement en cas d'incendie, par exemple, où sont les sorties de secours, etc. Alors, quand on a un ERP qui est beaucoup en plein air, forcément, c'est un peu, voilà, on va pas noter toutes les issues de secours partout, mais voilà, que les clients puissent savoir où se rassembler, où se trouvent les dispositifs d'extinction d'incendie aussi, pour pouvoir agir en cas d'urgence. Une autre obligation particulière propre à votre relation avec vos clients, c'est relatif au port du casque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait que dans la pratique un peu compliqué à gérer, mais si vous mettez à disposition des casques à vos clients, que vous les prêtiez ou que vous les louiez, il faut que vous soyez détenteur d'un registre des casques prêtés. Donc normalement, tous les casques que vous avez, que vous mettez à disposition de votre clientèle, vous devez les avoir numérotés, de savoir quand est-ce que le casque a été mis en service, quand est-ce qu'il a été retiré, mis au rebut, et on doit également être en mesure de présenter un certificat de conformité, c'est-à-dire que quand vous achetez un casque, normalement, dans la boîte, vous avez un document émis par le fabricant disant que le casque est conforme aux normes européennes. Aujourd'hui, la norme EN 1384 2017, si je dis pas de bêtises. Et donc, en fait, la difficulté, c'est que très souvent, on a des casques qui peuvent être soit donnés par la clientèle parce que le casque ne va plus au cavalier, soit un cavalier qui a oublié son casque et qui ne revient plus le chercher. Souvent, on se dit, bah, chouette, on va pouvoir l'utiliser pour le mettre à disposition de la clientèle. Il faut faire attention à ce point-là, parce que le casque, vous ne savez pas forcément ce qui lui est arrivé dans sa vie. Est-ce qu'il est déjà tombé est-ce qu'il y a eu un contact avec le sol assez violemment, etc. Est-ce que le casque est toujours
est toujours utilisable ou pas. Il vaut mieux quand on met à disposition des casques, enfin il faut quand on met à disposition des casques, qu'on connaisse un peu toute la vie du casque et qu'on sache s'il est toujours utilisable ou pas. Et juste un petit rappel technique, et par exemple sur l'affichage relatif au code du sport sur les activités équestres, on a cette obligation qui est assez récente pour les mineurs de porter le casque dans quasiment toutes les situations d'équitation, sauf pour la voltige ou quand on est à pied. Mais donc pour les mineurs, on a cette obligation légale, donc ça, je vous donne ça à titre de rappel, mais on a cette obligation légale de porter le casque pour les mineurs. Par contre, pour les majeurs, légalement, on n'a pas d'obligation. Par contre, c'est indispensable dans le cadre de votre obligation de sécurité. Et là aussi, en termes d'affichage, même s'il n'est pas proprement parlé rendu obligatoire par le code du sport, il est fortement recommandé de mettre des affichages concernant le port du casque pour rappeler à chacun l'obligation de porter un casque. Alors très souvent, c'est plus pour les propriétaires d'équidés qui montrent seuls. En général, je vous fais assez confiance quand vous organisez une reprise, même à destination que de majeurs. Tout le monde met un casque. Donc voilà, donc ça, va être les principales obligations relatives à la clientèle. Il y a une obligation, alors il y a une démarche administrative qui n'est pas une obligation que je n'ai pas notée ici, mais c'est la mise en place d'un règlement intérieur qui peut être également quelque chose d'intéressant pour rappeler toutes ces règles et toutes les règles qu'on vient d'évoquer ici. Vous pouvez les retracer dans un document unique qui est le règlement intérieur, qui doit être affiché s'il est mis en place au vu de la clientèle. Voilà. Mais ça, encore une fois, si vous voulez un modèle de règlement intérieur, pardon, on peut en discuter. C'est pas une obligation, c'est plutôt recommandé quand même, ne serait-ce que pour mettre les conditions générales de vente aussi. Enfin, voilà. Je poursuis parce que j'ai tendance à être un petit peu trop bavard, donc je vais accélérer un tout petit peu, sinon on n'aura pas le temps de poser des questions. N'y voyez aucune malice de ma part, je suis prêt à recevoir toutes vos questions, bien sûr. Je vais passer un peu vite parce que ça ne concerne pas toujours tout le monde dans ce genre de réunion. Vous n'êtes pas tous employeurs, mais vous êtes tous potentiellement prêts à le devenir si vous ne l'êtes pas. On a quelques obligations relatives aux salariés. Alors, je vais aller assez vite sur les premières. Ce que vous devez détenir en tant qu'employeur dans votre bureau, c'est les contrats de travail de vos salariés. Nous, dans notre convention collective, tous les salariés doivent avoir un contrat écrit, ce qui n'est pas forcément le cas dans le droit du travail. Un CDI temps plein dans le droit du travail n'a pas d'obligation d'avoir un contrat écrit. Chez nous, on a cette obligation-là. On a un registre du personnel et des stagiaires qui doit être mis à jour à chaque fois qu'on a une entrée ou une sortie d'un salarié. Alors, depuis quelques années, on a aussi dans ce registre-là une partie qui doit être consacrée aux stagiaires, qui va être séparée de celle des salariés, mais que ce soit un CDI, un CDD, des intérimaires, tous les salariés qui rentrent chez vous, ne serait-ce que pour une seule journée, doivent être notés dans ce registre du personnel. Le registre des horaires, celui-là, il va être très intéressant, notamment pour les salariés qui ne sont pas soumis à un horaire collectif ou qui ont des horaires variables. Ça vous permet d'être d'accord avec votre salarié toutes les semaines, de remplir le nombre d'heures qui ont été faites, les heures à laquelle la journée a commencé, les heures à laquelle elle a terminé, et de le faire signer tous les 15 jours aux salariés pour qu'on soit à peu près d'accord. Ça ne va pas forcément empêcher tout conflit derrière relatif au temps de travail, mais c'est un document de base qui vous permet déjà de montrer aux salariés que vous êtes d'accord sur les horaires qui ont été effectués. Juste sur la vidéosurveillance, là pour le coup, si elle est mise en place et qu'elle concerne les salariés, à la différence des clients, les salariés doivent être informés individuellement que la vidéosurveillance a été mise en place. Donc là-dessus, soit vous le mettez directement dans le contrat de travail, soit vous pouvez refaire une note de service que vous remettez à chacun de vos salariés. La documentation que vous devez également tenir à la portée de vos salariés, dans un premier temps, c'est la convention collective des centres équestres. À partir du moment où vous avez un salarié, vous devez lui mettre à disposition une convention collective. Il doit pouvoir la consulter librement. N'essayez pas de la mettre dans votre bureau fermé à clé de façon à ce que le salarié vous demande gentiment s'il peut consulter la convention collective, parce qu'en tant qu'employeur, parfois on peut se demander pourquoi le salarié veut la consulter. Il doit pouvoir le faire librement. Pensez simplement à ce qu'elle soit bien à jour. De temps en temps, on a des appels pour nous demander si la convention collective de 2003 est toujours bonne. Alors, elle n'est pas forcément mauvaise, mais il y a eu quelques évolutions, même si elles ne sont pas nombreuses et il n'y en a pas chaque année. Mais voilà, vérifiez qu'elle soit bien à jour. Les derniers accords qui ont été signés datent de 2021, si je ne dis pas de bêtises.
Donc voilà, si vous avez une convention collective qui est antérieure à cette date-là, il serait peut-être bon de la mettre à jour. Et le dernier document qui doit être mis à disposition, alors là je l'ai mis à portée des salariés, mais il peut être demandé, enfin comme tous les autres documents, mais ils peuvent être demandés aussi par la MSA ou l'inspection du travail, c'est le document unique d'évaluation des risques. Donc là-dessus, à partir du moment où vous avez un salarié, vous devez répertorier tous les risques qu'il encourt à travailler chez vous. Ça peut aller de se faire mordre ou taper par un cheval, de tomber d'une échelle, de se faire écraser par un tracteur, de se prendre un coup de soleil au milieu de la carrière. Alors, même si dans le Grand Est, il y a quand même un peu de soleil, je dis ça, je suis à la mode Beuvron, c'est pas beaucoup mieux, mais donc le risque voilà, de prendre un coup de soleil au milieu de la carrière, on a aussi le risque de se faire créer dessus par des clients mécontents. Tous ces risques-là, vous devez les répertorier dans un document, donc le document unique d'évaluation des risques, qui doit être mis à jour chaque année. Si jamais vous faites des aménagements dans votre structure, vous devez les noter sur ce registre-là. Et donc, tous les risques qui sont identifiés, vous devez proposer des mesures pour éviter qu'ils ne se produisent et de voir quels moyens vous pouvez mettre à disposition du salarié pour se prémunir. Un exemple tout bête, monter à cheval, un des risques, c'est de tomber. Une des mesures à prendre, c'est de mettre à disposition des équipements de protection individuelle, comme un casque, un gilet de cross, si jamais c'est pour aller sur le cross ou pour débourrer des jeunes chevaux, par exemple. Enfin voilà, tous ces éléments-là, vous devez le noter sur le registre d'évaluation des risques que vous devez faire signer à vos salariés pour qu'ils puissent aussi montrer qu'ils en ont pris connaissance au moins une fois quand ils sont arrivés dans l'entreprise. Toujours sur les salariés, et on en finit avec cette slide-là. Donc, il y a quelques affichages également à avoir quand ça, propre aux salariés. Donc, on a un autre affichage, je vous ai parlé de l'affichage légal pour les clients avec notamment les tarifs. On a un affichage obligatoire qui reprend pas mal d'éléments demandés par le Code du travail pour les salariés, donc notamment le numéro, les coordonnées de l'employeur, les personnes à contacter en cas d'urgence, le numéro de la DRET, de la MSA, d'Ocapiat. Sur cet affichage, on peut aussi avoir une partie sur les articles du Code du travail relatifs au harcèlement au travail. Donc, que ce soit harcèlement sexuel ou harcèlement moral, on a des obligations en tant qu'employeur d'afficher les articles du Code du travail qui concernent ces deux problématiques-là. Toujours afficher les premiers soins, une affiche relative aux premiers soins avec également à tenir à disposition des salariés une trousse de secours facilement accessible. Alors, quand je parle de trousse de secours, c'est différent de la pharmacie. C'est vraiment une trousse de secours avec de quoi soigner plutôt les petits bobos, on va dire. Donc un affichage également sur les horaires collectifs de travail, quand c'est possible de le mettre en place. Quand vous avez 5 salariés qui ont tous des horaires différents, ça va être compliqué, mais en général, les horaires collectifs de travail, ça va être au moins les horaires d'ouverture du centre équestre que l'on peut afficher. Et si jamais tous les salariés ne sont pas concernés, on va le doubler avec le registre des horaires. Et la vidéosurveillance, mais ça on en a déjà parlé, donc au même titre qu'on le met pour la clientèle, on le met aussi pour les salariés, même si on double cet affichage par une note individuelle remise à chaque salarié. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Je vois pas tout le monde, donc je vais considérer que oui. J'enchaîne avec là quelque chose qui concerne tout le monde, ou alors je me suis trompé, mais c'est les obligations relatives aux équidés. Donc sur vos obligations administratives, il y en a une nouvelle qu'on va aborder presque tout de suite. Donc dès qui existait déjà depuis très longtemps, alors, la déclaration du lieu de détention. Donc normalement, l'IFCE aujourd'hui doit connaître tous les lieux de détention de tous les équidés. Donc à partir du moment où on va détenir un équidé au moins, on doit informer l'IFCE du lieu où il est détenu. Pour les centres équestres et écuries de pension qui sont adhérents à la FFE, la déclaration elle est automatique. En fait, la FED transmet vos informations à l'IFCE, comme ça l'IFCE ne reçoit pas 5000 demandes individuelles de chaque centre équestre et le lieu de détention il est déclaré une fois, il n'y a pas besoin de le redéclarer chaque année. Une autre déclaration obligatoire, mais là qui concerne les détenteurs d'au moins 3 équidés, c'est le vétérinaire sanitaire. Alors, c'est pas le vétérinaire traitant.
Le vétérinaire sanitaire, c'est un vétérinaire qui a un rôle de sentinelle, on va dire, qui peut être membre du RESP, par exemple, mais qui est là pour vous aider à mettre en place les décisions sanitaires ou surveiller qu'il n'y ait pas d'épizootie particulière dans votre département. Et donc ça, vous devez le déclarer auprès de la... Alors, quand vous verrez le sigle DDECPP plusieurs fois euh, dans le slide, enfin dans les slides, c'est la direction départementale en charge de la protection des populations. Donc ça peut être la DDPP, la DDCSPP, la DDCS, tout dépend du nom qu'elle peut avoir. Donc le vétérinaire, il doit être déclaré une fois. Ça peut être votre vétérinaire traitant, mais tous les vétérinaires traitants n'ont pas l'habilitation de vétérinaire sanitaire. Donc si jamais vous ne connaissez pas le vétérinaire sanitaire, vous pouvez vous rapprocher de votre direction départementale en charge de la protection des populations pour le connaître. Et donc une nouveauté depuis 2022, vous devez afficher à la vue de tous le nom de votre référent bien-être animal. Donc ça, c'est une obligation qui n'est pas sortie de formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un établissement équestre peut désigner à peu près n'importe qui en tant que référent bien-être animal. Ça peut être le dirigeant, parce que comme ça, on est à peu près sûr qu'on n'est pas à changer chaque année le nom du référent, parce que si on désigne un salarié, si jamais le salarié s'en va, il faut changer le nom du référent. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation pour être référent bien-être animal. Au niveau du HN, on va réfléchir à en mettre une en place. Ça n'a rien à voir avec l'obligation qui va arriver aussi bientôt, en fin d'année, sur le certificat de connaissance pour les détenteurs d'équidés. Là, c'est vraiment chaque filière animale aujourd'hui doit déclarer son référent pour, alors, la réglementation parle d'élevage, mais c'est vraiment tout lieu de détention animale à titre professionnel. Sur les documents obligatoires, de la même façon que vous avez un registre du personnel qui note les entrées et les sorties de vos salariés, vous avez un registre d'élevage pour répertorier la présence des équidés, les entrées et les sorties, les interventions vétérinaires, tous les événements marquants qui ont touché la vie du cheval doivent être notés dans ce registre d'élevage. Et notamment quand vous avez un cheval qui arrive, son lieu de provenance, quand vous avez un cheval qui s'en va, son lieu de destination. Et ce document-là doit être conservé pour une durée de 5 ans après la dernière opération enregistrée. Ça peut être un registre informatique. Vous n'avez pas l'obligation d'avoir un registre papier. Par contre, si vous passez par informatique, il faut que le logiciel que vous utilisiez vous permette d'imprimer toutes les feuilles dans un ordre numéroté en cas de demande de l'administration. Sur les documents obligatoires, bien sûr, vous avez le livret d'identification du cheval. Ça peut être une question assez épineuse. De temps en temps, on a des propriétaires qui ne veulent pas laisser le livret avec le cheval, mais c'est une obligation réglementaire aussi d'avoir le livret qui suit le cheval dans tous ses déplacements. Et la carte d'immatriculation pour les chevaux que vous avez en propriété. Il faut bien penser à mettre à jour la carte de propriété auprès de l'IFCE. Voilà, je vais un peu vite. J'aborde la dernière slide pour vous laisser le temps de préparer toutes vos questions. Là, encore une fois, des obligations qui sont relatives à tout le monde. Donc, c'est des obligations relatives à vos infrastructures. Donc là aussi, on a des obligations de tenir certains registres. On a 2 registres obligatoires. Un qui est obligatoire depuis très longtemps, un autre qui est une obligation depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises. Donc le premier qui est obligatoire depuis très longtemps, c'est le registre de sécurité, qui est un document qui reprend tout ce qui va concerner la sécurité de vos installations et notamment la sécurité incendie. En fait, c'est un document dans lequel vous regroupez le plan, le descriptif de vos installations, les différentes correspondances échangées avec l'administration. Donc, en cas de contrôle, par exemple, quand vous avez des récépissés ou des PV que vous recevez à la suite d'un contrôle, vous pouvez le mettre dans le registre de sécurité. Pareil, quand vous avez des vérifications périodiques qui sont faites, notamment, je pense que tout le monde a des extincteurs, en tout cas une bonne partie d'entre vous, vous avez des extincteurs qui sont à vérifier chaque année, et bien, le PV de vérification devra être mis dans le registre de sécurité. Et ça va avec tous les autres entretiens que vous pouvez avoir, l'entretien de chaudière ou d'autres choses. Voilà, tout ça va se consigner dans le registre de sécurité qui doit être, que vous devez être en mesure de présenter, alors pas à la vue de tous, mais que vous devez présenter en cas de contrôle, notamment de jeunesse et sport.
ou de la répression des fraudes aussi, pourquoi pas, mais voilà, en général, c'est Jeunesse et Sport qui va vous le demander. Et il est différent du registre d'évaluation des risques, hein. C'est vraiment une chose complètement différente. Le registre de sécurité, c'est propre vraiment que à vos installations. Et le deuxième registre qui est un peu plus récent, c'est le registre d'accessibilité. Donc depuis 2015, avec une possibilité de dérogation jusqu'en 2018, tous les établissements recevant du public doivent être en capacité d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Et le registre d'accessibilité, il vient, enfin, alors lui, il doit être tenu à disposition de la clientèle notamment, et il doit permettre de montrer toutes les actions que votre établissement a mis en place pour garantir cette accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc, ça peut être les travaux que vous avez effectués, si vous avez mis, par exemple, une rampe d'accès pour passer des escaliers, ou si vous avez construit un cabinet de toilettes permettant d'accueillir des personnes en situation de handicap, des choses comme ça. Tout ça, vous pouvez le noter sur votre registre d'accessibilité, et également tout ce qui va être attrait à la formation de votre personnel. Si vous avez du personnel qui a été formé pour accueillir des personnes à mobilité réduite, vous pouvez le noter dans ce registre-là. Et on a des déclarations obligatoires également concernant nos infrastructures. Une obligation dont on a pas mal parlé depuis 2014 avec les modifications sur la TVA, mais qui est une obligation qui n'est pas vraiment connectée à, à ces doubles taux de TVA qu'on a. Le Code du sport vous impose de recenser tous les équipements sportifs ouverts au public auprès de votre préfecture. Donc ça, en fait, on a un site internet qui permet de le faire, qui s'appelle res.sport.gouv.fr. Donc RES, ça veut dire recensement des équipements sportifs. Et donc ça, c'est pareil, c'est une obligation, c'est un recensement que vous devez faire une fois, ou à chaque fois que vous allez, à chaque fois c'est peut-être un terme, c'est pas le bon terme, mais dès que vous allez construire une nouvelle aire d'évolution pour les équidés, donc un nouveau manège, une nouvelle carrière, un parcours de cross, enfin voilà, vous avez toute une liste d'aires d'évolution que vous pouvez déclarer, vous devrez le faire sur le site res.sport.gouv.fr. Donc vous avez deux possibilités, soit de le faire directement en ligne, soit de le faire sur un formulaire papier que vous envoyez après par mail à une adresse qui vous est donnée sur le site. Donc ça, c'est une obligation qui, si elle n'est pas respectée, par exemple, peut vous être sanctionné jusqu'à 1 500 € d'amende, sachant que bon, Jeunesse et Sport est pas toujours, ne regarde pas toujours si le recensement a été fait. Si vous avez un doute que vous savez pas si vous l'avez fait, ou vous ne savez pas si l'ancien exploitant du centre équestre que vous avez repris récemment l'a fait ou pas, vous pouvez toujours sur ce même site internet vérifier ce qui a été déclaré via un atlas en ligne que tout le monde peut consulter. Et une dernière déclaration obligatoire, mais qui concerne encore une fois que les personnes qui qui organisent des séjours sportifs, notamment des séjours avec hébergement. Donc les locaux d'hébergement qui sont utilisés dans le cadre de ces séjours-là doivent être déclarés auprès de la DDECPP. Sachant que cette déclaration-là, elle amène aussi à un contrôle de la commission de sécurité tous les 5 ans. On est obligé d'avoir des locaux à sommeil qui sont vérifiés tous les 5 ans par une commission qui est composée au niveau départemental par la préfecture et les pompiers, principalement. Et si jamais vous organisez des séjours de vacances à l'extérieur de votre établissement, que vous partez en colonie en Pays de la Loire, par exemple, vous devez vérifier que les hébergements qui vous accueillent aient bien été déclarés auprès de la direction départementale de la protection des populations du département concerné. J'en termine avec les obligations relatives aux infrastructures et après je vous laisse la parole. Une obligation aussi qui est assez récente puisqu'elle date de 2022 pour les ERP de 5e catégorie, c'est l'obligation de vous équiper en défibrillateur automatique externe. Donc je vais aller vite parce que je sais que vous avez eu via le Creux déjà pas mal d'informations puisque vous avez des partenariats dans votre région, mais à partir du moment où vous avez un manège, c'est-à-dire que vous êtes un ERP de type X, X ça veut dire établissement sportif couvert, 5e catégorie ça veut dire dès le premier client accueilli, vous devez avoir un défibrillateur. Si jamais vous êtes uniquement un établissement de plein air, donc vous n'avez pas d'infrastructure couverte,
Cette obligation-là, elle est à partir des établissements de la 4e catégorie, c'est-à-dire à partir d'une capacité de 300 personnes. Si vous accueillez moins de 300 personnes, vous n'êtes pas soumis à cette obligation. Et pour en terminer avec les obligations relatives à vos infrastructures, on a des vérifications périodiques obligatoires. Donc, j'en ai fait la liste: les installations électriques, les moyens de secours, installation de chauffage, appareils de cuisson, installation au gaz combustible, installation de ventilation, traitement de l'air, diagnostic technique amiante, niveau d'empoussièrement. Donc, à part les 2 dernières, ce sont des obligations annuelles. Donc, chaque année, vous devez vérifier les installations électriques, les moyens de secours, etc. En ce qui concerne l'amiante, le diagnostic technique amiante, il est fait une fois, et le niveau d'empoussièrement de l'amiante, si vous êtes sujet à l'amiante, il doit être fait tous les 3 ans. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Je vais commencer à remettre un petit peu les images, comme ça je vois si j'ai perdu du monde ou pas. De mon côté, je suis peut-être allé assez vite, mais comme l'a dit Madame la présidente du Creux et néanmoins déléguée du GHN, c'était des obligations que vous connaissiez déjà. J'espère que alors, pour une fois, j'espère que je vous ai rien appris. J'espère que je vous ai juste un petit peu rafraîchi la mémoire. J'ai été assez vite, j'ai pas fait trop de blagues, donc on peut se lâcher. Je vous donne la parole, Madame la présidente, je vous relaisse le micro. Eh bien, merci Pierre-Antoine. Oui, on est censé tout savoir, mais je pense que toutes les personnes ici présentes comme moi ont des petites choses voilà, qui sont un peu sorties de nos têtes parce que ça fait vraiment beaucoup de choses. Merci pour voilà, ta présentation, mais ton humour est toujours apprécié. Et même s'il y a du soleil sur le Grand Est, je ne sais pas si tu en as à la mode Beuvron. En tout cas, ici, nous en avons. Non, merci beaucoup, Pierre-Antoine. C'était vraiment une présentation très complète.